Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Je vous accueille dans mon atelier puisqu'aujourd'hui je suis en bonne compagnie. Voilà, vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Voilà, mais ça ne nous empêche pas de parler. En tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas de parler. Aujourd'hui, on va parler en plus corps, on va parler massage, on va parler accompagnement des passages de vie de façon plus globale et plus générale, puisque c'est Magali qui revient, comme je vous l'avais promis, comme je vous l'avais prévenu, comme je l'avais prévu, qui vient du coup nous parler effectivement de son métier, qui est doula de passage de vie. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Magali, comment tu vas ce matin? Ça va, merci, et toi? Pas trop enrhumée. Moi oui, mais toi, ça va? Un peu enroué, mais pas Ah enroué. ouais. Voilà, nous, en fait, on vous fait un podcast avec des voix de chèvre. Merci la pluie incessante. Voilà, exactement, nous sommes au printemps et on se croirait en automne. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon alors, explique. Déjà, représente-toi un petit peu, parce que la dernière fois, on avait vraiment parlé beaucoup de ton côté maman, ta maternité, comment tu vis ta parentalité avec la mort. Mais aujourd'hui, c'est plutôt ton côté pro qu'on a envie de voir et de découvrir. Comment tu te présentes? Alors, je me présente comme doula. Une doula, c'est déjà pour la définition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui en accompagne une autre pendant sa vie, ses épreuves, voilà, suivant quand l'autre personne a besoin de soutien en fait. On a déjà fait un épisode avec Laura que tu connais, je crois, ouais tu connais, sur le deuil périnatal. Elle nous avait expliqué en tout cas un petit peu avec ses mots à elle ce que c'était une doula. Est-ce que toi tu peux rappeler un peu ce que c'est, mais avec tes mots à toi du coup, avec ta vision à toi? Pour moi, une doula, c'est quelqu'un qui est là quand une autre a besoin. Ok, de façon très générale. De façon très générale. Ok. Après, de façon plus précise, ça va être une personne qui peut être là pour soutenir émotionnellement, pour soutenir informativement. Par exemple, dans le cadre d'une Tana doula ou d'une doula de naissance, ça va être quelqu'un qui va apporter toutes les informations dont l'autre a besoin, que ce soit administrative, légale, voilà, vraiment que l'autre personne sache où elle va, qu'il n'y ait pas de bourde, qu'il n'y ait pas de « ah bah si j'avais su », enfin, voilà. Ok. Et toi, tu le vis comment, ce métier-là? Parce que du coup, on parle d'un métier. Ou alors, c'est pas comment tu le vis, c'est comment tu le pratiques. Alors, comment je le pratique? Globalement, c'est les gens qui viennent à moi. Alors, à la base, j'étais masseuse pendant 7 ans. Donc là, j'essaye de m'extraire un peu de cette case qui, pour moi, a été enfermante de masseuse. Ouais. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus global niveau accompagnement en tant que doula, parce que ce que j'aime, c'est vraiment l'accompagnement des passages de vie. Un passage de vie, ça peut être juste je vais changer de boulot et je veux marquer le coup. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose d'extrêmement perturbant, même si un changement de boulot peut être perturbant. Après, je le fais beaucoup. Mon outil principal reste le massage, mais j'amène les soins énergétiques, j'amène de l'olfactothérapie. Avec mon côté maman, j'amène aussi des ateliers massage bébé où j'apprends aux parents à masser leur bébé, à soulager certains maux et à créer du lien avec leur bébé. Ce qui est vachement important, surtout quand la naissance a été un peu traumatique, soit pour le bébé, soit pour les parents, soit pour les deux, et qu'il n'y a pas eu le lien de créer tout de suite à la maternité. Et je fais aussi de la réflexologie 0-12 ans pour moi soulager les enfants encore plus sur certains mots.
Et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là? Parce que tu disais que le fait d'être masseuse, ça t'enfermait. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenue masseuse et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu switches un petit peu et que tu prends un peu la part belle, entre guillemets, à cette expérience-là, tu t'en sers, mais pour devenir doula? Alors, quand j'ai voulu devenir masseuse, ma première idée de formation, c'était le massage prénatal et atelier massage bébé. L'école que j'ai choisie ne proposait ni l'un ni l'autre. Ok. Elle proposait vraiment de se reconnecter à son intuition et d'être masseuse intuitif. Un an après m'être installée, j'ai fait mes formations massage prénatal et atelier bébé. Donc j'ai toujours eu ça en ligne de mire, en fait, quelque part. C'était vraiment... c'était d'apprendre aux personnes la bienveillance du toucher et la bienveillance du consentement dès le départ, en fait. Et pour moi, dès le départ, c'est de partir de la femme enceinte et du bébé pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé du coup au moment où tu as décidé de devenir doula en fait? Parce que ça fait un moment que tu es doula, ça fait plus longtemps Alors que ce que t'es installée. Oui, ça fait quelques temps et en même temps, j'ai pas complètement fini ma formation parce qu'il s'est passé pas mal de choses en fait. Une fois que j'ai commencé ma formation de doula, et j'ai dû m'accompagner moi en premier avant de pouvoir finir ma formation. Il s'est passé que j'ai toujours adoré l'accompagnement, mais dans la structure où j'étais, que j'avais créée avec mon ex-conjoint, c'était du massage, c'était du bien-être et ça allait pas plus loin. Ça prenait beaucoup la direction de bien-être et de... Alors je dirais pas d'institut, mais... Oui, c'est juste du one shot, tu viens de te faire masser pour le plaisir, il n'y a pas plus. C'est ça, tu viens, tu te détends, tu repars. Et globalement, moi, c'était pas du tout les massages qui me faisaient le plus vibrer. Alors il y en a qui venaient comme ça, puis qui repartaient soit en accompagnement, soit qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez eux. Ouais. Évidemment, ça marche aussi, mais c'est pas ce que je recherche le plus. Moi, j'aime vraiment quand les gens viennent en me disant, par exemple, qu'ils passent la porte et qu'ils me disent j'aime pas être massée. Donc je sais pas comment ça va se passer, le rendez-vous. Ça tombe bien, c'est pas mon cas. Et tu me masses demain. Donc on va s'amuser. Entre autres. Voilà. Et du coup, moi, les gens qui viennent et qui me disent j'aime pas être massée, je leur dis en fait, vous savez, moi non plus, j'aime pas être massée. Ok. Donc déjà, moi, j'ai cette conscience de pas me faire masser par n'importe qui. Je choisis très scrupuleusement qui a le droit de me masser ou pas. Et c'est vrai que je suis pas ultra à l'aise quand je suis sur une table de massage. C'est quand même assez particulier, mine de rien, Enfin, c'est rare qu'on ait l'habitude d'être sur une table déjà allongée, potentiellement plus ou moins dénudée en plus. Je comprends. Oui, alors chez moi, il n'y aura pas de bonjour, installez-vous. Voilà. Non. Oui. Chez moi, on va arriver, on va parler, on va échanger, on va apprendre, entre guillemets, à se connaître avant de passer au massage, histoire déjà de briser un peu la glace. Parce que pour moi, il faut un minimum de confiance et un minimum d'accord de l'autre et de son corps. Parce que quand l'autre est d'accord mais que son corps ne l'est pas, ça se ressent. Ok. C'est pas agréable. Ouais, tu m'étonnes même pour toi du coup. Ah oui. Ouais. La personne, elle va peut-être pas le sentir. Par contre, moi, je vais le sentir et je vais pas aimer. Ok. Et je vais potentiellement arrêter le massage en disant non, on reviendra plus tard ou pas du tout, mais c'est pas possible. Ok. C'est ouf. Et ça t'est déjà arrivé du coup pendant ce temps d'échange qui est, pour l'avoir vécu, très important effectivement. C'est une approche qu'on m'avait jamais proposée, donc c'était assez chouette. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non ou qu'on te dise en fait je préfère pas tout de suite? Oh putain, je vais avoir du taf de montage. J'en profite aussi. Ouais. Alors, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un prenne un rendez-vous en me disant je veux juste vous rencontrer et parler, voir vous connaître le lieu et échanger sur comment vous faites. Okay. Et ça, évidemment, c'est complètement ok pour moi parce que, encore une fois, il faut un minimum de confiance suivant comment nous on se place aussi, suivant notre vécu. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont se mettre direct sur la table. Ok, soit. C'est pas comme ça que je travaille, mais ok. Ouais. Après, il y a des gens qui ont besoin de connaître, qui ont besoin
qui ont besoin d'avoir échangé. Et ça, pour moi, c'est complètement OK. Ça m'est moi jamais arrivé de dire non. Parce que je crois que c'était à peu près au départ de ma première entreprise. Et du coup, c'était plus dans le côté bien-être. Ouais. Mais je crois que j'ai passé 1 heure à pleurer en massant parce que le corps me hurlait « Non, lâche-moi ». Ok. Et moi, j'ai pas bien vécu ce massage. Ouais, La bah. personne, je crois qu'elle a rien capté du tout. Mais moi, je l'ai vraiment mal vécu. Tu m'étonnes. Bah oui, ça doit pas être facile. T'as l'impression d'agresser un peu le... Ouais, c'est ça. Ok. Et tu penses qu'il se serait passé quoi si t'avais dit stop ou si t'avais dit non dès le début? Par rapport à la personne, tu vois. Par rapport à la personne, je sais pas. Et c'était délicat à amener parce qu'en fait, c'était un massage en duo. Donc, elle était pas toute seule. J'étais pas toute seule avec elle non plus. Si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais arrêté. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un massage en duo aussi? Un massage en duo, c'est 2 personnes qui viennent en même temps. Et donc, je massais une personne et mon ex-compagnon massait l'autre personne. Voilà. Et Ok. donc, on était 4 dans la pièce et je pouvais pas lui dire ce que j'avais à lui dire avec 2 autres personnes à côté. Ah oui, donc c'est d'autant plus délicat. tu peux pas dire, mais en fait non. Voilà, c'était quelqu'un que je connaissais absolument pas et je me voyais pas Ouais. tout arrêter. À l'époque, on n'avait qu'une seule pièce de travail, on n'avait même pas une autre pièce à côté, histoire de pouvoir dire bah, attendez, on passe à côté, je vous parle. Si Ok. je passais à côté, je passais dans le couloir. Quoi. Bah c'est ça, c'est un peu plus frais quoi. Oui, parce Et que... puis il y a potentiellement plus de passages. Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, ça, c'est un truc aussi qui m'a beaucoup marqué. Alors, je me suis rarement fait masser parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus être touchée particulièrement. Je me suis fait masser une fois en institut classique, tu sais, le truc vraiment basique où, enfin voilà, t'as sur la même table, t'as les huiles de massage qui réchauffent et puis t'as la cire dépilatoire. Où t'as pas effectivement ce côté, comment vous allez, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, machin et tout ça. C'est juste, voilà, vous vous allongez, je fais mon truc et vous repartez. Il n'y a pas du tout de connexion humaine, en tout cas. Et il faisait froid. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Quand je suis venue me faire masser par toi la première fois, je suis arrivée dans le studio, j'ai fait ouf, il fait super chaud ici. Alors, ça arrive que je me plante, que j'ai loupé, mais normalement il fait chaud. Oui, il fait minimum 24. Ouais, mais tu vois, c'est un truc, c'est tout bête. En plus, c'était en plein hiver, juste avant Noël, je me souviens. Normalement il fait minimum 24 et il y a la table chauffante, surtout en hiver. Ah ouais. Alors on l'avait peut-être pas à l'époque, mais maintenant on l'a. Je savais Enfin, pas moi, je savais pas que la table était chauffante non plus. Ah, c'est marrant. C'est pas la table, c'est un matelas, tu sais. Oui, mais, oui, t'as de la chaleur qui voilà, vient t'as dessous chaud quand même, quoi. par-dessous. Ouais. Ok. Bah, parce que, du coup, effectivement, ça paraît être un détail, en tout cas. Mais en vrai de vrai, c'est hyper important parce que, du coup, quand tu te dénudes, t'as la fraîcheur psychologique de dire « Oula, je suis pas beaucoup habillée, quoi. Il y a quelqu'un avec moi que je connais pas forcément, tu vois, machin, et qui va me toucher en plus, et tout, c'est assez spécifique. » Alors que là, quand il fait chaud, t'as moins cette gêne, ça diminue vachement cette gêne de bah ouais, je suis pas habillée, quoi. Vraiment, voilà, mon corps et ma peau, en tout cas, Ouais, c'est un peu flirtent comme à la avec plage. l'air. Ouais, c'est ça. Après, quand on va chez des ostéos, souvent, ce que je trouve chez les ostéos, en règle générale, pas tous, mais c'est qu'il fait très froid. Ouais. Et travailler l'ossature, les muscles, quand il fait froid, je trouve ça vachement compliqué parce que le muscle, il reste en contraction pour se réchauffer. C'est ça. Donc oui, il vaut mieux qu'il fasse chaud, qu'on puisse se détendre C'est ça. et qu'on puisse justement lâcher. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut le mieux lâcher, que ce soit émotionnel ou corporel. C'est ça. Puis même d'un point de vue symbolique, c'est assez enveloppant. L'ambiance du studio est assez particulière parce que c'est très très tamisé. En institut, c'était pas fenêtre grand ouverte, mais quasiment. Bon, voilà. C'est assez particulier. Tu ouvres les yeux, t'es aveuglé par j'ai rien que la lumière du ciel, tu sais, en mode oh, au secours. Voilà. Alors que chez toi, les rideaux sont tirés. Les lumières sont quasiment toutes éteintes, ou alors c'est vraiment des lumières d'ambiance. Voilà, des lumières d'ambiance, etc. Donc il fait très sombre, c'est très tamisé. Et c'est pareil, en fait,
c'est un cocon en fait. Toi, donc c'est ça qu'on n'a pas dit, mine de rien. Ton Exact. nom de studio, ton nom d'entreprise, en tout cas, c'est l'antre de Mev, parce que tu parles du coup de l'idée de la grotte. Moi, j'ai envie de dire même un petit peu plus loin. Alors, c'est très lié par rapport à la grotte, mais c'est même plus ventral comme ambiance. Voilà. Tu vois, tu pourrais... Ça me va très bien. Voilà, tu pourrais passer 3 heures de son. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller écouter à quoi ça ressemble, je trouve ça merveilleux. J'ai découvert ça au Festival des Sensibles la dernière fois. Vous tapez ambiance intra-utérine, son intra-utérin. Voilà, vous avez des nappes de 3 heures qui durent et c'est particulièrement kiffant. En tout cas pour moi, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, on pourrait facilement passer ça en musique en son chez toi pour vraiment se plonger. Faudrait que j'essaye. Ça peut être intéressant. J'ai jamais fait ça, oui. Surtout pour des massages de ventre. Ou des massages périnatales, comme ça la maman se plonge aussi elle-même avec son bébé dans son ventre. Ça pourrait être rigolo, ça pourrait être intéressant d'essayer ça. Je vais tester. C'est grave. Je commence demain. Ça marche. Alors oui, j'ai ce côté l'antre de Mev parce que pour moi l'antre c'est un endroit où on se sent en sécurité, où en effet il n'y a pas beaucoup de lumière et qui est propice à l'introspection. C'est ça. Donc là encore, mes accompagnements, ils sont quelque part compris dans mon nom d'entreprise. Pour moi, l'introspection, tu peux pas y couper si tu veux travailler sur toi, ton rapport au toucher. Même si c'est quelqu'un qui a eu des abus, qui a eu des grosses maladies, qui a eu des traumas dans le corps, quel qu'il soit, on peut travailler cet aspect rapport à soi, rapport au toucher. C'est complètement faisable et on peut y aller petit à petit. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui me dit écoute, aujourd'hui je vais pas enlever le pantalon, je suis pas à l'aise. Ok, garde ton pantalon, on va faire sans, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui vient qui me dit je garde le haut, garde le haut. Puis quelqu'un qui me dit je veux rester habillée, reste habillée, je vais juste pas masser avec d'huile. Oui, tout. Voilà, c'est oui. Et puis petit à petit ça viendra peut-être ou pas, chacun son rythme. J'ai ce côté avec l'antre aussi parce qu'en fait j'adore tout ce qui est hutte de sudation. Et la hutte de sudation, typiquement, tu rentres à 4 pattes, il fait noir, tu ressors à 4 pattes, c'est le ventre de la terre. Donc il y a aussi ce côté très... Il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Très chaud. Plus que 24 degrés. Beaucoup plus. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté ventral, maternel, et où tu vas vraiment, quelque part, travailler tes ombres pour ressortir dans la lumière et soit te libérer, soit t'alléger, soit juste accepter et dire ok, c'est là, je suis avec. Ouais. C'est super intéressant. Et du coup, tu tends maintenant à me proposer des suivis de massage, du coup. Comment pas ça se présente, suivi. Explique-nous. En fait, pour moi, mes accompagnements, un accompagnement, ça va être basé sur ce que la personne a besoin. Si elle a besoin d'un massage, ça va être un massage. Si elle a besoin qu'on la touche pas pour se familiariser ou pour se dire attends, je suis pas prête, je vais commencer par autre chose, ça peut être de l'olfactothérapie. Ça peut être, c'est vraiment la personne qui va choisir parmi ce que je propose. Ça peut être un soin énergétique aussi. Je peux poser les mains, puis du coup la personne elle a le temps de s'habituer au fait d'être touchée. Ça va pas être partout, mais elle a le temps de s'habituer déjà à moi, au lieu. Je vais juste faire ce qu'elle a besoin de faire. Je vais pas faire des suivis que massage, je vais faire des suivis où la personne elle vient et me dit aujourd'hui je veux ça. Idéalement si elle peut me le dire la veille c'est mieux. L'installation sera pas toujours la même. C'est ça. Mais voilà, si je sais à peu près, je fais ce que la personne a besoin en fait. Ouais, ok. Et parce qu'on est quand même... J'avoue que je l'ai oublié l'espace d'un instant, mais on est quand même sur un podcast qui parle et qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. C'est quoi en tout cas dans ton métier, dans ce que tu proposes, dans les suivis et tout ça, c'est quoi cet aspect-là? Où est-ce que tu le trouves? Comment tu le vis? Comment tu gères aussi un peu ces deuils, que ce soit des deuils liés à un décès, mais aussi les deuils de tous les jours, avec tes suivis, tes accompagnés?
Alors, quand c'est pour les personnes qui viennent, quelque part, ça change pas d'un suivi, entre guillemets, classique. Tout simplement parce que la personne, elle vient pour elle. Donc, elle va dire ce qu'elle a besoin de dire, elle va vivre ce qu'elle a besoin de vivre. Et moi, je vais juste être là pour l'accompagner, pour lui tenir la main et utiliser mes outils. Ouais. Après, le deuil, il est très très présent quand même dans mon travail. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai dû m'accompagner avant de finir ma formation de doula, c'est parce qu'en 12 mois, j'ai noté 13 prénoms dans mon carnet de décès. Ça fait beaucoup. Et je crois que je ne les ai pas tous notés. Parce que t'as un carnet de décès. Alors sur le coup, oui, je les ai notés. Parce qu'en fait, il y a eu une accumulation de prénoms en un an qui a été vraiment très intense. Ok. Et que j'ai eu besoin de noter en fait. Ah oui. T'avais peur d'oublier? J'avais pas peur d'oublier. T'es J'avais juste submergée? besoin de noter leur prénom quelque part ou de noter ce qui m'avait moi touchée en fait. Ah oui. Tu vois, Ok. pour quelque part juste le déposer quelque part en Mhm. fait. Et qu'il arrête d'être dans ma tête et d'être trop présent dans ma vie. Oui, et puis mine de rien, de laisser une trace quand même, parce que Ouais. c'est vrai qu'en 12 mois, ça fait des décès très 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 rapprochés. Oui. Beaucoup. Donc ça part de la fausse couche, de l'IMG qui est l'interruption médicale de grossesse, du bébé qui avait même pas encore 1 an ou quelques jours, du bébé qui a eu un petit problème à 5 ou 6 mois de grossesse et qui n'a pas vécu longtemps derrière. Ça peut être l'ado, ça peut être le grand-père qui avait plus de 100 ans, ça peut être... Enfin ouais, il y avait vraiment de tous les âges et ça a été assez intense. Tu m'étonnes. Et Il y a aussi eu le papa qui n'était pas encore papa, la maman qui était juste maman de 2 mois. oui, c'est vrai. Donc, vrai ouais, que il tu y a m'en avais vraiment eu parlé. tous les âges. Ouais, mais ça a dû effectivement être une période hyper compliquée. Et du coup, t'en as appris quoi? Si on peut dire comme ça, c'est un peu bizarre de prononcer ce truc-là, mais mais j'ai l'impression que ça a été une période difficile, mais ça a aussi été une période qui t'a permis de parler de certains sujets, qui t'a permis aussi de beaucoup réfléchir sur certaines de tes approches, en tout cas, sur ce que tu avais envie de faire, tu vois, sur les sujets que tu avais envie de travailler avec les autres et tout ça. Alors oui, ça m'a permis énormément de choses, cette période. Beaucoup de remises en question. Tes remises en question sur quoi? Alors c'est une période où j'ai pas été ultra soutenue. Ouais. C'est une période où j'ai très très vite repris mes séances de thérapie très rapprochées. Ok. Et ça s'est inévitablement soldé par la fin de mon couple avec Ok. le papa de mon fils. Ouais. Donc déjà, remise à niveau de ce côté-là. Ça a engendré la remise à niveau professionnelle pour aller vers ce que je voulais vraiment et plus juste, entre guillemets, des papouilles. Donc finalement, c'est ça aussi qui t'a fait passer de simple masseuse à doula de passage de vie. Oui, c'est ça. En fait, quand on traverse soit des périodes aussi compliquées qui vont remettre autant de choses en question dans la vie et qui bousculent vraiment tout, enfin, j'avais vraiment plus aucune base. Ouais. Vraiment, j'avais plus rien du tout. En fait, ouais, il faut à un moment se dire, je vais suivre le courant parce que là, c'est juste ma survie qui en dépend. C'est ça. Enfin, c'est ma santé mentale là qui est en jeu quand même, donc je vais y aller. Et le fait que j'accompagne les gens à travers les deuils, j'espère que c'est aussi pour leur permettre que ce soit plus doux pour eux. Ok. Parce que du coup, moi, c'est vrai que ça a été super violent. Bah oui. Et j'aimerais vraiment rendre ça plus doux pour les gens. Que ce soit par des petits rituels, des trucs à faire tout seul chez eux, mais que je vais peut-être lancer une perche, donner une idée. Je me souviens d'une maman qui avait perdu un bébé. C'était une histoire un peu particulière quand même. Et ça faisait 9 ans qu'elle avait perdu, elle s'en était toujours pas remise. Okay. Et je lui ai dit, peut-être que ton prochain cycle, tu peux essayer de récupérer du sang, si tu as des coupes, et d'aller te faire un rituel au pied d'un arbre, de verser le sang, puis de faire une prière pour ton bébé, ou de lui faire une place dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Genre en mettant un ange sur une photo de famille, ou
en faisant un pot avec des semis dedans. Ouais. Chacun fait le sien, puis t'en fais un double pour le bébé. Et elle m'avait fait un retour dessus où ça l'avait vraiment aidée. Je l'avais suivie pendant quelques temps. Quand je me suis un peu éloignée de Bourges, je la vois plus beaucoup. Mais voilà, elle fait partie des accompagnés qui m'ont énormément marquée. Oui. Oui, parce que c'est ça aussi, je pense que... Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, en tant que doula, tu suis les mamans et les couples pendant la grossesse et un peu après. Tu ne fais pas d'accompagnement pendant l'accouchement, mais tu englobes quand même beaucoup cette période-là, en tout cas, de la vie d'un couple. Oui, je mets beaucoup l'accent sur la préparation, en fait. Ouais. Préparation à la grossesse, préparation à l'accouchement, préparation au postpartum, préparation à l'allaitement, s'il y a ce désir-là. Ouais. Et je mets beaucoup la préparation de l'autre parent ou de la personne qui sera présent en structure à ce moment-là. Tout simplement parce que moi, je ne crois pas être autorisée en structure. Et que de toute façon, étant maman solo la moitié du temps, c'est un peu compliqué de m'engager sur le fait que je serai présente. Bah c'est ça, oui, tout à fait. Et puis, du coup, t'es possiblement confrontée à, comme ce que tu as partagé aussi tout à l'heure, au deuil périnatal, du coup. Oui. Est-ce que c'est des choses... est-ce qu'il y a besoin déjà d'être formé ou est-ce que c'est la vie qui te forme à ce genre de situation? Alors, dans mon cas, c'est la vie. Ok. Et en même temps, dans ma formation doula, il y a une partie formation au deuil. Ouais. Je crois même deuil global. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment la vie qui m'y a formée au deuil périnatal. Déjà, moi, parce que j'y suis passée. Ensuite, par mes accompagnés, qui en a quand même beaucoup, qui sont passés aussi de différentes façons. Ok. Donc c'est plus courant qu'on ne le croit alors? Ah oui. Ouais. Oui. Oui, complètement. Disons... Je crois qu'il y a quand même une majorité de femmes qui font au moins une fausse couche dans leur vie. Ok. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'irais presque jusqu'à 80%. Et c'est un sujet qui est complètement... pas annihilé parce qu'on commence à en parler, mais... Voilà, on en parle de façon très... soit édulcorée, soit... moi, tu vois, j'en prends conscience plus que connaissance de ce taux-là, tu vois. Après, c'est une estimation par rapport à toi, ce que tu peux vivre, mais... Il me semble que je m'étais renseignée et que c'était vraiment la très grosse majorité. Ouais. Globalement, c'est surtout sur les premières grossesses où il y a très très souvent des fausses couches. Ok. S'il y a fausse couche sur une autre grossesse, ça va plutôt être dû à un problème de développement de l'embryon, ou, d'une maladie, ou etc. Les premières fausses couches, généralement, le corps, il n'est pas toujours soit apte, soit... je sais pas pourquoi exactement, mais très souvent, c'est sur les premières fausses couches. Après, est-ce qu'on peut vraiment donner des causes aux fausses couches à chaque fois? Je pense qu'il y a certaines où on peut savoir, on peut comprendre un peu, parce qu'il y a eu des pathologies, il y a eu des situations, il y a eu des gros stress ou des chocs du corps de la maman, que ce soit des chocs psychologiques ou physiques d'ailleurs. Oui. Ça joue énormément, même si je pense qu'aucun médecin ne s'engagera à dire que c'est forcément à cause d'un choc psychologique qu'on a fait une fausse couche, mais on s'en doute quand même un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui gêne de fou, quoi. Les fausses couches, en tout cas. Parce que le deuil périnatal, on en a parlé, c'est effectivement... Alors, les fausses couches rentrent dans le deuil périnatal, quand même. En tout cas, une partie. Les IMG aussi, enfin voilà. Et puis alors, je crois que c'est jusqu'à 3 ans après la naissance qu'on parle de deuil périnatal d'un point de vue médical. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, j'avais vérifié. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais les fausses couches, il y a quelque chose aussi de l'ordre de... les femmes, ils sont habituées, en tout cas nos mamans, ils sont habituées, nos grands-mères, ils sont habituées parce qu'elles savent qu'elles y sont passées. Mais comme elles en ont jamais parlé, qu'elles nous ont jamais prévenu, que c'est pas forcément une possibilité qu'on envisage quand on se prépare à avoir un enfant, quand on essaye. Et puis c'est entouré de
oui, mais si tu l'as perdu, ben voilà, c'est qu'il n'était pas viable, c'est que t'étais pas prête, c'est que t'en feras un autre, et machin, etc. Et en fait, je trouve que c'est profondément violent parce que c'est sous-estimé et c'est annihiler complètement ce qui peut se passer dans la tête d'une femme, quoi, à ce moment-là. Ouais, complètement. Non, ma conviction, c'est que rien n'arrive par hasard. Donc s'il y a fausse couche, c'est que ça devait se faire. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de le balancer à la tête de la maman à ce moment-là. C'est ça. Elle a des émotions et le tout, c'est juste d'accompagner ses émotions à ce moment-là parce que ça peut être super violent. Qu'on soit enceinte de 8 mois, qu'on soit enceinte de 2 semaines, il n'y a pas de comparaison. Un deuil périnatal, ça reste un deuil périnatal et pour moi, toutes les fausses couches rentrent dans le deuil périnatal. Une enceinte de 2 semaines, ben, peut-être qu'en fait, il n'y a pas eu de développement au-delà de 2 semaines. Peut-être que c'était un œuf clair, peut-être que la sage-femme va juste dire le cœur s'est arrêté ou il n'y a jamais eu de développement du fœtus, donc en fait il n'y a pas de bébé. Ok, toi ça fait 2 mois que tu es enceinte, peut-être plus parce que l'écho elle a tardé ou parce que si, ou peu importe la raison. Et qu'en fait ton corps ça fait 2 mois que tu es enceinte, que tu vis ta grossesse et que tu sais pas que le bébé se développe pas ou qu'il y a un problème. Très souvent on a des sensations. Mais très souvent, on ne va pas les comprendre tant que le corps médical ne nous dit pas qu'il y a un problème. C'est-à-dire que... Alors, moi, je me rends pas compte. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est pas le premier épisode que vous écoutez. Donc, vous savez que je ne suis pas maman et que je n'ai pas, en tout cas, prévu de le devenir rapidement. Pour ceux qui me connaissent, maintenant, vous le savez. Ou qui me connaissent pas, maintenant, vous le savez. Et c'est des questions que je me suis souvent posées et c'est des choses dont effectivement on ne parle jamais, de la sensation d'être enceinte, même quand t'as pas forcément un bidou tu vois, de 8-9 mois. Mais du coup, il y a vraiment des sensations de quand tu tombes enceinte et que les 3 premiers mois, en fait, t'as quand même le corps qui change déjà, t'as quand même des sensations, des choses qui se passent. Complètement. Okay. En fait, le premier trimestre, c'est le plus important parce que c'est l'implantation du bébé. Okay. Donc là, de toute façon, massage prénatal, c'est pas les premiers mois, c'est pas les 3 premiers mois. L'ostéopathe, c'est pas les 3 premiers mois. On laisse vraiment le bébé s'implanter tranquille. La grosse majorité des fausses couches, elle se fait pendant ce premier trimestre. Oui, c'est ça. Donc un professionnel qui va être un peu attentionné à ses clients ne va pas toucher. Ok. Parce que de toute façon, professionnellement, il y a un risque. S'il y a une fausse couche derrière, la personne peut se retourner contre lui en disant c'est de sa faute. Ok. Oui. Donc, de toute façon, on ne va pas toucher. On va vraiment laisser le temps à la maman et au bébé de prendre leur marque, de s'implanter correctement. Et après, on peut faire des massages, des interventions ostéo, etc. Les sensations pour le premier trimestre, je vais dire que ça dépend de chacune. Moi, les miennes de sensations, à partir de 15 jours de grossesse, je le savais. Ok, même sans avoir fait de test du coup ? Ouais. Ok. Je savais. J'avais des signes que j'ai pas en temps normal et qu'en enceinte, ça... voilà. Ok. Au bout de 15 jours, c'était foutu. Je savais. Et du coup, ma dernière grossesse, c'était un œuf clair. Et la sage-femme m'a gentiment balancé, y a rien, il n'y a pas de bébé. Ok, et tu peux expliquer un peu d'un point de vue plus médical qu'on comprenne ce que c'est qu'un œuf clair ? Un œuf clair, c'est fécondation, c'est nidation, mais c'est pas développement de bébé. Okay. Donc il n'y a jamais d'embryon, il n'y a jamais de fœtus. Voilà. Il y a un truc qui a merdé à un endroit, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Oui, voilà, à ce stade-là. Mais ça s'est arrêté très tôt. Et pour moi, quand le corps médical dit il n'y a rien, il n'y a pas de bébé, c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu fécondation, il y a eu nidation. Oui, donc il y a eu un départ de grossesse. Et le corps, lui, il l'a bien enregistré. Parce qu'on peut avoir les nausées, on peut avoir tous les symptômes d'une grossesse classique sans pour autant qu'il y ait développement d'un bébé. Okay. Donc c'est complètement faux. Et en plus, ça induit les papas en erreur qui derrière, en fait, il n'y a rien, quoi. Ok, on va recommencer. Ouais, mais le corps de la maman, il a quand même morflé et la maman, elle s'est sentie enceinte. Et la maman, elle a le droit d'être triste, en fait, parce qu'il n'y a pas de bébé. C'est ça. Oui, ou parce qu'il va y avoir fausse couche. Ou parce que peut-être qu'elle a perdu 2-3 mois de cycle.
et Oui, que en ça plus. reporte la, entre guillemets, la vraie grossesse, Oui, là où en il y aura plus, ça vraiment un bébé. chamboule. Ouais, ça chamboule énormément le corps, les Voilà. hormones, les Et machins, puis le qui psy dit et fausse tout. couche dit chute d'hormones. Mm. Donc le moral au bas des pâquerettes. C'est ça. Voilà. Et quand on n'a pas l'accompagnement du papa qui va avec ça, parce que lui, il a juste entendu il n'y a pas de bébé, donc tout va bien, on recommencera. Oui, mais non, ça implique un peu plus de... Voilà. Mon ex-conjoint, un quart d'heure après la nouvelle du il n'y a pas de bébé, m'a dit pourquoi tu pleures, il n'y a rien à pleurer. Donc ça a été là aussi vachement violent. Mais je crois que mes 1 an, ils ont commencé à cet endroit-là, mes 1 an de deuil. D'accord, oui, t'as commencé par ça. Je crois que ça a commencé par... Alors, je les ai pas calculés à partir de ma fausse couche, mais... Ça a été un peu le début, quoi. Voilà, ça a été le début. Ça a été la première porte ouverte vers ce truc-là, quoi. Ouais. Ok. Et alors, moi, c'est une question que je me pose d'un point de vue vraiment médical, parce que du coup, tu m'expliques un peu le processus. Si je comprends bien, ça veut dire que ton corps est enceinte, même s'il n'y a pas de bébé, ton corps est enceinte quand même, et que c'est à l'échographie que tu apprends qu'en fait, il n'y en a pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et on fait Alors, une IMG, du coup, c'est le corps qui non. va, par la prise de conscience qu'il n'y a pas de bébé, va tout évacuer. Alors, quand à l'écho, ils se rendent compte soit qu'il n'y a pas de bébé, soit que le cœur s'est arrêté, soit que ça s'est arrêté très tôt, mais qu'il y a eu un développement de fœtus, ils vont généralement quand même proposer d'aller en structure, soit de prendre des médicaments pour avorter, si c'est assez tôt, soit de faire un curetage, une aspiration. Oui, pour tout enlever, de faire ça de façon un peu plus médicale. Moi, j'ai choisi l'acupuncture pour stimuler les points abortifs et que ça se fasse à peu près tout seul. Okay. Après, ça dépend du stade où on en est. Suivant un certain stade, alors oui, l'acupuncture, c'est bien. Il y a peut-être des professionnels qui ne vont pas accepter. Il faut voir aussi le contexte. Il y a peut-être des professionnels qui vont juste pas connaître les points parce que c'est pas un truc oui, c'est quand même très spécifique. Ouais. Et après, des fois en fait il y a juste quelque part pas le temps parce que les structures vont vraiment mettre la pression et dire mais en fait non là c'est trop tard, on va passer en mode médical. Ah oui, parce que si ça se trouve l'arrêt en tout cas de l'évolution s'est passé il y a déjà un petit peu de temps et potentiellement ça peut amener des problèmes. En fait c'est au niveau du stade de la grossesse en fait. Je connais pas exactement les délais. Oui, bah après c'est des termes médicaux. Je crois que moi j'étais à la limite pour prendre les médicaments et peut-être qu'un jour après c'était plus possible quoi. Oui. Ok, ça marche. Normalement on a le droit de demander les médicaments en structure et en signant une décharge on peut les prendre à la maison. Oui, c'est ça. C'est relativement sécuritaire. Après, quand on a le moindre doute, il faut évidemment aller en structure et faire vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie, que tout soit bien parti, qu'il n'y ait pas un reste qui fasse qu'on se vide de son sang ou quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Faut rester quand même vigilant. Si on a de la température pendant une fausse couche, il faut aller en structure, parce que ça, c'est pas bon. Ouais. Après, si on veut être vraiment sécure, on le fait aussi en structure, il n'y a pas de souci. Ok, tu peux te pris en charge. Sachant que si on choisit le curetage ou l'aspiration, il peut y avoir des cicatrices flottantes dans l'utérus qui perturbent une prochaine implémentation de bébé. Oui, donc, si notre projet c'est d'avoir un bébé, vaut mieux éviter le curetage ou l'aspiration. Oui, c'est pas c'est des actes qui sont très intrusifs pour le coup. Voilà. Mais après, si on n'a plus le choix parce que le délai est dépassé, Oui, c'est ça. Voilà, on n'a plus le choix. C'est ça. Après, effectivement, je pense que c'est très très spécifique quand ton corps est prêt, surtout pour une première grossesse, à pouvoir l'évacuer. Parce qu'il va pas trop choquer le corps, en tout cas. Je pense qu'il y a une notion un peu de ça quand même. Et moi, ma question, du coup, c'était par rapport à la doula. À quel moment on peut choisir de se faire accompagner par une doula ? Parce que du coup, là, on parle effectivement de cette situation qui est très spécifique du moment où on tombe enceinte et les 3 premiers mois, qui sont effectivement décisifs pour une grossesse, qui peuvent être très compliqués à vivre pour plein de raisons.
que la grossesse soit menée à terme ou pas. Est-ce que ça... Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet accompagnement de doula? Alors, un accompagnement doula, on peut le solliciter quand on veut. Moi, pour ma part, étant donné que je me considère comme doula des passages de vie, c'est vraiment, il n'y a pas de... Peu importe le Il n'y moment, a pas quoi. d'étape particulière. On peut commencer un suivi dès le moment où on a envie d'avoir un enfant. Dans le cadre d'une préparation à un bébé, oui, on peut me contacter dès le moment où il y a une envie parce qu'on peut du coup faire une préparation avant la grossesse. Ouais. Faut savoir que le corps, il faut aussi le préparer. Alors, pour la maman et pour le papa. Oui, exactement. Non, je dis ça, je dis rien. Si, dis. Pour les deux, il y a des sujets à observer. Il y a une préparation optimale, si on veut vraiment quelque chose d'optimal. Donc il y a une préparation, que ce soit mentale, que ce soit physique, que ce soit alimentaire. Il y a vraiment tout un panel de choses qu'on peut aller voir pour les deux parents. Donc en préconception, je peux intervenir. On me l'a déjà fait remarquer, mais la préconception, c'est pas juste je vais être là pendant l'acte. Hein. Je vais juste être là pour la préparation mentale, physique et aussi alimentaire. Okay. Quand il y a alimentaire, il y a aussi, on peut parler de compléments pour remettre le corps vraiment bien, très aligné, qui puisse supporter une grossesse. Ça peut être après. Alors les 3 premiers mois, des fois c'est un peu touchy parce qu'on n'en parle pas. Bah, puis, alors coup, voilà, il y a ça aussi. Voilà. Quand on a une fausse couche, personne ne le sait et personne ne nous soutient. Ouais. Donc c'est pas fou. C'est ça. Moi je sais que ma dernière grossesse, j'en avais parlé. Du coup, j'avais quand même eu un peu de soutien. D'autres personnes. Alors oui, voilà, c'est pas parce qu'on n'en parle pas le premier mois qu'on ne l'annonce pas à son conjoint. Et ce n'est pas parce qu'on parle à son conjoint de cette situation-là et qui vit finalement la fausse couche avec nous, même si c'est pas dans son corps, même s'il a sa propre conception et compréhension et perception, ça fait beaucoup, mais c'est important de le préciser, que le conjoint va pouvoir soutenir et comprendre ce qui se passe un peu de notre côté. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper important de pouvoir faire ce type d'épisode, parce que c'est des choses dont on parle pas assez, en tout cas, pas en détail. Tu vois, tous les détails que tu peux donner, rien que de la préparation avant. Je savais plus ou moins que c'était possible, mais je savais pas comment on faisait. Enfin, comment... Voilà, il y a plein de choses, je pense, que tu ne nous dis pas. mais dans les grandes lignes, moi, je m'imaginais que... Comment est-ce que tu te prépares à avoir un bébé? Attends, c'est un podcast d'1 heure, je vais pas tout dire. Voilà, oui, non, mais c'est ça. Mais tu vois, dans ma tête, c'était très cliché, dans le sens, comment tu te prépares à faire un bébé, à part te préparer et t'entraîner à faire du sexe, tu vois. Très terre à terre, tu vois. Ça, c'est la dernière étape. Voilà. Oui, mais c'est important. C'est important de repréciser que, en fait, il nous faut des mecs holistiques. Exact. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a de plus en plus de messieurs qui nous écoutent, qui m'écoutent. Prenez en compte aussi tout le reste, parce que tout le reste peut jouer sur une seule chose. C'est le grain de sable qui peut dérailler la machine. Et on peut pas dire, il y a juste pas de bébé. Si, il y en a eu un, même si c'était qu'un œuf, ça reste tout un processus psychologique, physique, de avant, de pendant, de après, qui peut impacter, là tu en parles très bien, parce que ça peut impacter votre couple, ça peut impacter votre vie de façon plus globale. C'est là à deux, mais aussi en perso. Et dans ces moments-là, on a besoin de vous. Même si vous... Et c'est très bien, en fait, parce qu'à la rigueur, c'est aussi ça votre rôle. Quand on n'est papa que d'un œuf, vous êtes quand même papa, et vous restez le conjoint de votre conjointe, peu importe si vous soyez marié ou pas, ou peu importe, vous restez quand même là, présent. Et même si vous n'avez pas d'affect par rapport à ce qui vient de se passer, c'est peut-être pas le cas de votre compagne, et c'est dans ces moments-là qu'on a vraiment plus besoin de vous. Je n'ai pas d'autres mots. Exactement. Et ce que j'aime bien dire aux papas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de tout comprendre. Ils n'ont pas besoin de comprendre pourquoi leur compagne elle est pas bien, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ils ont juste besoin d'être là, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, puis c'est de... Après, c'est toujours ça aussi.
J'aime bien dire aussi qu'ils ont le droit d'être maladroits, mais il faut qu'on arrive à en parler, il faut qu'on arrive à expliquer pourquoi c'est maladroit, pour que machin, etc. Enfin, tu vois, il y a tout un processus aussi qui est d'apprentissage finalement, parce que oui, tu peux ne pas comprendre, et du coup que ça impacte ton émotionnel en tant qu'homme, ça j'en suis persuadée, parce que forcément que votre quotidien va changer du moins pendant un temps, parce que l'autre va pas être bien, et voilà, va vivre un deuil tout simplement, voilà, pour reprendre les mots de base, et ça va pas être votre cas forcément en tant qu'homme. J'ai l'impression de beaucoup parler pour les hommes, ce serait bien d'avoir un homme qui parle de ça, ouais. Un jour j'aimerais bien pouvoir parler de deuil périnatal avec un homme. S'il y a des hommes qui ont vécu ça, je vous tends le micro, venez me voir, envoyez un petit message sur Instagram, ça sera avec grand plaisir. Mais tout ça pour dire que c'est normal que vous soyez aussi en réaction par rapport à la situation émotionnelle de votre compagne. Mais c'est aussi de l'apprentissage des deux parties, je pense, qu'on doit faire, qu'on est responsable en fait de cet apprentissage-là, chacun, pour pouvoir justement rester dans le respect mutuel, aussi dans l'amour et dans le pour surmonter en fait cette épreuve-là, tu vois, tout simplement. Après, c'est pas un fardeau qu'on met sur les épaules des hommes d'être juste présents même sans comprendre. Ils ont le droit de pas être là si vraiment ça fait remonter trop de choses, qu'il y a trop de colère, qu'il y a trop de... Voilà, s'ils n'ont pas envie d'aller creuser, quelque part c'est leur problème. Par contre, il faut qu'ils gardent en tête que ça sert à rien de s'énerver sur leur compagne parce qu'elle va pas bien, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Et il faut que leur compagne ait un soutien, même s'il est extérieur, que ce soit un ami, un psy, un truc, un machin. C'est ça. Voilà, il faut qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait un soutien de quelqu'un, même si c'est pas eux. C'est ça, parce que c'est ok que... Et je pense qu'on est toutes et tous en capacité de comprendre que l'autre ait des moments moins cool, on est soit un peu en down, machin, etc. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme, on a tous nos cycles. Nos cycles et nos réveils de blessures. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quand même très particulier. C'est un moment qui va être aussi, je pense, un peu charnière pour le couple, de savoir comment ils arrivent entre eux, et aussi, mine de rien, avec leur entourage, à surmonter cette épreuve-là qui est assez difficile. Mais il y a aussi effectivement ce truc de se respecter soi. Si à un moment donné, en tant qu'homme, t'es complètement submergé par le truc, c'est ok. Et c'est pas votre compagne qui va vous en tenir rigueur. Mais il y a aussi ce truc de grosse culpabilité qu'on peut mettre sur les épaules des femmes quand elles font une fausse couche. Parce que, voilà, alors vous la voyez pas, mais je viens d'avoir une réaction de la part de Magali qui est assez exceptionnelle, qui a levé les yeux aussi, elle est soupirée en mode oui, effectivement. Voilà, en fait, nous ne sommes pas responsables des fausses couches que nous subissons. Oui, on dit j'ai perdu mon enfant. Alors, les couples éveillés vont dire on a perdu un enfant. Alors déjà, c'est une grosse différence, effectivement. Après, ça dépend du stade, hein, quand c'est une IMG et puis que ça se passe au 8e mois, pour des raisons médicales. Alors les IMG, c'est tout le temps très tard dans la grossesse. Ouais. Et là, c'est médical parce que c'est autorisé, parce qu'il y a une grosse maladie ou quelque chose qui va vraiment pas. Et là, les parents, généralement, disent on. Okay. Ou quand il y a eu une naissance beaucoup trop tôt, beaucoup plus que très très prématuré, et qu'il y a un problème dans les 3 premiers jours, que le bébé, il était trop petit. Enfin voilà, peu importe la circonstance. En fait, c'est quand on voit le bébé, ou quand ça se passe très tard dans la grossesse, que là, les papas se sentent très impliqués. Mais même là, il n'y a pas parfois de c'est ta faute parce que tu l'as pas gardé suffisamment longtemps. J'ai déjà entendu ça. Alors ça dépend des couples, ça dépend des parents, ça dépend des blessures, ça dépend de l'éducation, ça dépend du vécu dans la vie. Bien sûr. Mais c'est, enfin, tu vois, même effectivement, c'est plus majoritaire de prendre un peu cette perte à deux quand c'est plus tard dans le truc. Mais je pense que même là,
même là, il y aura toujours en tout cas, c'est la possibilité de... Est-ce que c'est une question de sexisme? Est-ce que c'est une question culturelle? Est-ce que c'est une question sociologique? Est-ce que c'est un peu de tout en même temps? Il y a toujours une possibilité parce qu'évidemment, le bébé, il est dans le corps de la femme. Donc, s'il y a un problème avec le bébé, c'est à cause de la femme puisque c'est son corps à elle. Donc, c'est facile de rejeter la faute sur les autres quand on veut pas aller creuser de son propre côté. Après, je suis pas responsable d'être enrhumée. Non, mais tu vois, c'est tout bête de dire ça, mais oui. La femme n'est pas responsable. Alors, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais c'est des cas qui sont très spécifiques. C'est des mamans qui ne vont pas bien pour plein d'autres raisons. Oui, c'est là où la préparation, elle n'a pas été optimale. Où potentiellement, il y a des abus d'un côté ou d'un autre. Puis ça peut être des grossesses non désirées. Ça peut être plein de choses. Donc effectivement, puis des grossesses suite à des agressions, etc., ça peut être plein de situations, mais la majeure partie des problèmes qui sont liés à une grossesse, en tout cas, ne sont pas consciemment à la responsabilité de la maman. Généralement, ils sont à la responsabilité d'aucun, ni du papa, ni de la maman. Oui, bien sûr. Alors, il y a le côté masculinité touchée, quand on dit c'est un problème de spermatozoïdes. Les hommes, ils n'aiment pas trop, généralement, dans ça. Oui, les hommes, ils n'aiment pas grand-chose à un moment donné. mais en vrai, même s'il y a un problème de spermatozoïdes, c'est pas forcément de la faute du papa. Non, c'est juste des fois un truc génétique. Et puis en fait, il n'y a pas à rejeter la faute sur quelqu'un, quoi. Voilà, dire que c'est potentiellement effectivement un problème physique de la part du corps du papa, ça ne remet pas en question ni sa masculinité, ni sa virilité, ni sa personne de façon très générale. Non. Donc, mais c'est vrai qu'on fait un amalgame terrible par rapport à ça. On s'éloigne complètement du sujet du deuil, mais c'est important. On en parle. Couches, ça ouais, on en parle quand même, mais c'est vrai que en tout cas ce rapport homme-femme est profondément intrinsèque en tout cas à cette problématique en fait on ne parle pas suffisamment de ce sujet-là, des fausses couches, du périnatal. On n'en parle pas de façon ouverte, claire, transparente. Il y a toujours des espèces de non-dits, des espèces de gros snaps on se dit ouf. Waouh, ça paraît énorme, ça paraît tellement énorme que c'est innommable. Et finalement, quand on plonge dedans, tu te dis peut-être qu'il y a plein de choses que si on en avait connaissance, tu vois, si on s'était imaginé, si on savait que c'était possible, tu vois, et bien peut-être qu'on réussirait à exprimer les choses différemment, tu vois. Tu vois, si par exemple, je m'imagine, c'est vraiment un exemple, si ton conjoint avait eu conscience de tout ce qu'on se dit là, avant que tu vives cette œuf clair, peut-être qu'il aurait réagi différemment, peut-être. Je dis pas c'est sûr, je dis peut-être, parce qu'il a aussi tout son émotionnel à vivre lui perso, parce que si ça se trouve, il était complètement dans le déni par rapport à ça, il s'est dit, oh c'est bon, me remets pas dans la face mes propres émotions parce que j'ai pas envie de les ressentir, donc c'est toi la responsable. Des fois il y a un peu ça aussi des fois. Je vais juste revenir sur le fait que c'est la femme qui est responsable de la fausse couche, mais du coup ça me fait penser aussi que c'est la femme qui est responsable de la contraception. Tout à fait. En fait non, c'est une histoire de couple, c'est pas une histoire de juste la femme. C'est ça. Est-ce qu'on a un peu remonté? On est un peu remonté quand même. On est un petit peu remonté, mais en même temps, après, moi, quand je fais des accompagnements, que ce soit en prépa, que ce soit en peu importe, que je commence les accompagnements en préparation à une grossesse ou pendant la grossesse, moi, je vais toujours essayer d'aller demander comment les deux parents sont nés et quelles sont les idées reçues par rapport à la naissance et quelles sont les peurs potentiellement de devenir parent et comment est-ce que vous voyez votre parentalité pour aller justement quelque part voir les peurs qu'il y a pour soit éviter que ça dérape, soit accepter et puis que tout soit beaucoup plus fluide. Ou alors pour justement se poser les bonnes questions avant et puis pas se dire « Oh, dis donc !» Sur le ton de la réprimande. Non, pas forcément sur le ton de la réprimande, mais des fois c'est vrai qu'en fait on se pose pas les bonnes questions.
c'est tout bête de se dire, ok, quel parent est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Juste se poser cette question, ça remet des fois des trucs en place parce que quand on n'y réfléchit pas, on va potentiellement refaire comme ce qu'on a vécu. Oui, c'est ça. C'est pas négatif, c'est juste qu'on va pas prendre le temps de se poser. C'est ça, oui, et puis de conscientiser les choses, et puis de, mine de rien, de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Ça, Voilà. c'est un peu je pense que c'est la très 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 grosse difficulté de notre... Est-ce que c'est l'époque, est-ce que c'est la génération, je ne sais pas, mais on est très dans le... Je veux pas ressentir, et si je ressens, je veux pas que ça se voit. Et si ça se voit, je veux pas qu'on en parle. Donc, dans tous les cas... On est mal. Voilà, on n'est pas bien. Mais voilà, suivant les réponses qu'on va donner à ces questions, l'important c'est de se faire suivre et puis de mettre des choses en place pour aller dans le sens où on veut que ça aille, en fait. Il n'y a aucune honte à avoir un suivi psychologique. Hein. Je trouve ça vachement sain d'avoir un suivi psychologique aujourd'hui, surtout quand on voit le monde dans lequel on vit. C'est ça. C'est un minimum, en fait, je trouve presque. C'est ça. Mais voilà, se donner les moyens d'aller où on veut aller. Et pas juste de vivre au jour le jour et advienne que pourra, quoi. C'est bien ça. Aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui y arrivent très très bien. Mais quand on a potentiellement un gros passif, une enfance compliquée, des réactions émotionnelles débordantes, c'est bien de mettre les choses en place pour aller où on veut aller. C'est ça. Puis après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend toujours de ce que tu as envie pour toi et pour les autres. C'est que si ça te convient bien, effectivement, de ne pas être dans tes émotions, bon, tant mieux, mais ça va pas forcément aller à tout le reste de la famille. Voilà, alors, pour le reste de la famille, ça peut, parce qu'en général, quand tu viens d'une famille qui est... Je ne dis rien, je ne ressens rien... De ta famille dans laquelle tu es né, pas forcément dans la famille que tu veux construire avec une autre personne. C'est là où je voulais en venir. Ta famille, elle est potentiellement un peu comme ça. C'est peut-être aussi plus ou moins, parfois... Elle ronfle depuis tout à l'heure. Elle me fait trop rire. Voilà, j'ai Mounette qui ronfle. Je ne sais pas si on l'entend. Je croyais qu'elle rêvait. Oui, c'est pas impossible. Mais j'ai Mounette qui est là et qui ronfle depuis tout à l'heure et ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, je ne suis pas certaine qu'on l'entende dans le micro. Mais voilà. Du coup, ça m'a perdu. Je ne sais plus ce que j'étais Quand on vient d'une famille... Oui, merci. Quand on vient d'une famille, en général, on leur ressemble beaucoup parce qu'ils nous ont éduqués. Donc il y a plein de schémas qui nous ont transmis plus ou moins consciemment. Mais effectivement, c'est des choses qui, quand on ne s'en occupe pas, vont ressurgir dans le couple, quoi. C'est inévitable. Et si ça ne ressurgit pas dans le couple ou que ça convient à la conjointe, ou au conjoint, si vous arrivez à avoir des enfants, à un moment donné, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si on s'en occupe pas. Parce que si effectivement on décide j'ai pas envie de reproduire ou de faire vivre à mes enfants l'enfance que j'ai vécue, pour X ou Y raison, parce qu'on peut avoir une enfance très chouette et très d'avoir vu chez ses parents des choses qu'on ne voulait pas transmettre, ou d'avoir une enfance traumatique et logiquement de ne pas avoir envie de faire ça, de faire vivre ça à quelqu'un, qui il soit, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré tout ça, malgré le couple, malgré leur propre famille, malgré leur enfance, malgré tout ça, ne s'occuperont jamais de leurs émotions. Et c'est pour ça que Magali va proposer des choses absolument extraordinaires très prochainement, courant septembre. En tout cas, à partir de septembre. Elle n'a pas envie que j'en parle, mais je vais en parler quand même. Parce que il se trouve que nous sommes sur un projet absolument extraordinaire, exceptionnel, d'une plateforme d'éducation émotionnelle qui va permettre à tout le monde, que vous soyez traumatisé ou pas, que vous soyez hypersensible, neuroatypique ou pas, d'avoir des ressources pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions, pour pouvoir apprendre à les vivre, pour pouvoir apprendre à communiquer avec elles. Et Magali fera partie de l'aventure avec plein d'autres experts qui vont nous proposer des ateliers et du contenu.
bah ça c'est annoncé. Voilà. Tu n'as plus le choix. Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Eh ben j'ai hâte. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas proposer comme contenu? Ou Non. comme atelier d'ailleurs? Non, C'est encore un secret. c'est encore... Ouais. Je le garde pour l'instant. Alors après, comme vous vous en doutez, puisque vous écoutez cet épisode de podcast, Magali et moi, on va travailler ensemble. Bientôt. Bientôt, très bientôt d'ailleurs. Avant septembre. On a prévu quand déjà? Début Dans un mois. juin. Ouais. Le 7. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on enregistre pile poil avant de lancer notre communication au sujet de notre premier cercle d'endeuillés au studio de l'Entre-deux-Mèves qui se tiendra du coup le 7 juin à 19h. 19h. J'ai eu un doute. Très bien. Je crois qu'on a dit 19h, ouais. Cercle d'endeuillés, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Pour qui? Un cercle d'endeuillés, ça va être comme un cercle de parole. C'est quoi un cercle de parole? Un cercle de parole, c'est des personnes qui se réunissent. Alors, généralement, et ça se voit plus souvent avec des femmes, donc des cercles non mixtes. Cercle de femmes souvent. Voilà. En tout cas, ça part un petit peu de ce courant-là de sororité. Un cercle de femmes, c'est généralement des femmes qui se réunissent en cercle, en général, pour le symbole, et qui, à tour de rôle, vont pouvoir déposer tout ce dont elles ont besoin de parler, en fait, tout simplement, de leur vie actuelle, de leur traumatisme, de leur tristesse, de leur peur, de leurs projets aussi, parce que ça peut être un moment, en fait, d'expression dans l'écoute totale de la part des autres participants. Point. Parce que du coup, en fait, on vient là pour parler, mais on vient pas là pour échanger. On vient là juste vraiment pour parler, pour vomir ce dont on a besoin de vomir, être du coup écouté, et donc que ce que nous vomissons soit reçu par les autres sans retour, sans jugement, sans Que rien. de la bienveillance. Voilà, que la Toutes les bienveillance, émotions et l'écoute. tous les mots sont légitimes. Voilà. Et que en fait, chacune notre tour, en tout cas quand c'est des cercles de femmes, c'est comme ça que ça se passe, on va avoir ce temps de parole-là, qui est très libérateur, qui fait énormément de bien, qui est parfois plus efficace qu'une séance de psy. En tout cas, c'est un bon combo quand on est suivi par un psy ou une psy qui a troncologue comme on veut. Ça marche. C'est un bon complément, tout comme de se nourrir de contenu et d'ateliers sur les émotions. Donc voilà, et donc du coup on a eu l'idée de proposer ça aux endeuillés, donc des cercles mixtes. Donc que tu sois homme ou femme, tu peux nous contacter pour savoir quand sera le prochain. Parce que si ça se trouve, tu écouteras cet épisode, il sera Noël et nous on te parle de juin 2024. C'est un peu tard, mais peut-être que on va pouvoir te proposer ces événements-là de façon plus régulière. Après, le cercle d'endeuillés vient qui a envie de venir. Aucune obligation de parler. Vous pouvez juste être là et écouter, il n'y a pas de souci. Et tous les deuils sont les bienvenus. Que ce soit un changement de travail, que ce soit le deuil d'une personne, que ce soit le deuil d'un animal, enfin, peu importe le deuil. C'est ça. Voilà. C'est endeuillé. Voilà. Au sens large. Voilà. Pour pouvoir déposer tout ce dont vous avez besoin de parler. C'est un espace qui est rarement offert en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, parce que justement encore une fois on est dans le je veux pas ressentir, et si je ressens je veux pas que ça se voit, et si ça se voit je ne veux pas qu'on en parle. Sauf que c'est beaucoup de thérapeutes vous le diront, quand on l'exprime pas on le garde à l'intérieur, sauf que c'est des choses qui pourrissent à l'intérieur de nous. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Voilà. Et une fois que c'est imprimé dans le corps, c'est le corps qui parle, que ce soit une douleur, une maladie, etc. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir cet espace-là
qui n'est pas ou peu offert par les familles parfois, parce que le deuil animalier, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément, alors que ça peut faire beaucoup plus de mal qu'un deuil humain, parfois. Le deuil périnatal dont on ne parle pas assez, ça c'est une chose évidemment, le fait de devoir faire le deuil d'une grossesse, le fait de devoir faire le deuil de la maternité, parce que ça peut être aussi très très difficile à vivre, dans son corps comme dans sa tête. Voilà. Le deuil évidemment de quelqu'un de proche, petit ou grand. Le deuil d'une relation. Tout à fait, d'un travail. Un travail qu'on aimait énormément. Le Une deuil situation. de partir en retraite, peut-être. C'est ça, le deuil d'un voyage aussi, un voyage qui se finit et qui est plus difficile de revenir. C'est ça. Ça peut être ça aussi, ça peut être en fait n'importe quelle chose qui en ce moment peut vous manquer, que vous avez perdu, parce que ça peut être aussi le deuil d'un doudou, ça peut paraître un peu étrange, mais voilà, le deuil d'une maison, le deuil de tout un tas de choses en tout cas. Le deuil est très présent dans nos vies et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, qu'on ne voit pas assez, qu'on ne reconnaît pas assez. Et voilà, on vous propose de venir pour en parler. Et je ne peux qu'inviter tout le monde à ressentir. Ça peut faire très mal, mais c'est vraiment libérateur. Et comme le massage est mon premier outil, je vous assure que les corps parlent. S'il y a de la tristesse, personnellement, moi, je le saurais, même si personne ne m'a prévenu avant. Ce sont de très très beaux mots de la fin. Très 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 beaux mots de la fin, je pense qu'on va rester là-dessus. D'habitude, je demande un mot de la fin à mes invités, mais je pense que... Je l'ai fait intuitivement. Voilà, exactement. Mais c'est parce que t'as déjà enregistré plusieurs podcasts. Et oui, on enregistre plein de choses, mais on ne diffuse pas tout. Voilà. Donc, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors du podcast ? En dehors du podcast, ce sera Facebook. Instagram. Facebook, Instagram, puis les classiques téléphone, mail. Ouais, ok. Donc l'Instagram et le Facebook, c'est l'entre-deux-mèves tout attaché tout en minuscule. Alors, Insta, c'est l'entre-deux-mèves tout attaché tout minuscule. Facebook, c'est l'entre.2.mève. M-A-E-V-E. Ok. Et du coup, t'as un site internet aussi où on peut retrouver toutes tes offres ? Oui. Ok. Ton studio est pour l'instant sur Saint-Martin-d'Auxigny. Oui. Voilà. Dans le 18. Voilà, dans le 18, près de Bourges. Donc si vous êtes dans le coin ou si vous passez dans le coin, appelez Magali, ça vous fera toujours un peu de bien. Ne serait-ce que pour parler. Un peu, t'es gentil. C'est un euphémisme. Elle aime pas quand j'éternue. C'est elle le mot de la fin, en fait. Ah ouais. Elle déteste quand j'éternue et quand je tousse. Ça fait trop de bruit, tu la déranges. Alors soit ça, soit des fois elle vient me faire des câlins. En mode, ça va ? T'es sûre ? Ça va ? Elle est trop mignonne. Voilà. C'est mounette. Encore. Donc ouais, donc du coup contactez-la. Je vous mettrai évidemment toutes les informations dans la description comme d'habitude. Ah, c'est Samara qui passe après toi. Oh. Alors Samara est une praticienne chamanique qui vient parler du rapport à la mort. Voilà, de façon très générale, de son rapport à la mort à elle. Puisqu'en tant que praticienne chamanique, on n'a pas du tout la même culture que ce que nous on peut avoir en tant qu'occidentaux. Voilà, c'est une praticienne amérindienne, je crois. Si mes souvenirs sont encore bons. En tout cas, elle fait principalement du chamanisme amérindien. Elle a aussi d'autres outils d'autres cultures, mais c'est principalement ça. Donc voilà, c'est un épisode riche, comme celui avec Magali, comme les suivants et comme les précédents, que je vous invite évidemment à écouter. Je vous rappelle aussi qu'il est très très important pour le référencement et pour la visibilité de ces épisodes que
vous vous abonniez en fait, tout simplement. Je cherche mes mots parce qu'il est tard. Voilà, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Instagram puisque du coup mon compte Instagram a changé. Vous entendrez encore Atelier dans les prochains épisodes puisqu'ils sont déjà préenregistrés, donc voilà, c'est comme ça. Mais Atelier n'est plus. Maintenant, c'est Cœur de tissu et Cœur de lumière, comme vous pouvez le constater, à vous qui écoutez. Et puis, on se retrouve donc 15 jours, on se retrouve sur les réseaux sociaux, et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.